Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. C'est la clé du mystère sur Fréquence Évasion. Aujourd'hui, un invité, le docteur Olivier Chambon. Il a écrit un livre, Psychothérapie et chamanisme, paru aux éditions Vega, Guitre et Daniel. Vous patientez, on le retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Vous écoutez Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence, Côte d'Azur. La météo en France dans notre grand sud. Quel temps fait-il en Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur? Pour le savoir, cliquez sur Météo. Chaque jour, Fréquence Évasion vous offre la météo grâce à Météo France. Fréquence Évasion, c'est la chaleur provençale, une vraie bouffée d'oxygène. Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Docteur Olivier Chambon, bonjour et merci de participer à la clé du mystère sur Fréquence Évasion. Bonjour. Alors vous avez publié un ouvrage Psychothérapie et chamanisme aux éditions Vega, Guitre et Daniel. Qu'est-ce qui vous a décidé à écrire cet ouvrage? Bien, ce qui m'a décidé, c'est surtout déjà que j'avais la double casquette, c'est-à-dire la double expérience à la fois des psychothérapies. Je me suis formé un grand nombre de psychothérapies depuis le début de ma carrière et puis aussi au chamanisme. J'étais formé, on peut dire en tout cas bien informé, puis formé aussi quand même par la Foundation for Shamanic Studies, la FSS, qui est une fondation qui enseigne un chamanisme très universitaire, très propre, enfin avec des procédures qui sont le noyau commun de tous les chamanismes dans le monde. Et puis ensuite, j'ai eu contact avec différents chamans sibériens, amazoniens, africains. Et donc voilà, le contact de ces deux mondes s'est d'abord fait en moi. Puis je me suis aperçu justement les techniques utilisées par les chamans pouvaient très bien se combiner avec des procédures comme le MDR, la cohérence cardiaque, l'hypnose, l'imagination active, enfin, un certain nombre, le focusing, etc. Enfin, je ne veux pas tous les citer parce qu'il y en a quand même pas mal qui sont croisés avec le chamanisme. Et que donc ça pouvait vraiment donner des procédures assez originales, une sorte de fertilisation croisée entre les deux mondes, les deux façons d'approcher l'humain, avec au centre quand même effectivement la question du spirituel, notamment de l'âme. Et dans le livre, je fais bien la différence entre l'ego, qui est vraiment quelque chose du domaine de la psychologie, on va dire traditionnelle européenne, avec l'âme et avec l'esprit, avec un grand E. Et voilà, donc ça place cette réunion dans le cadre d'une psychothérapie dite spirituelle. Alors justement, on pourrait rappeler, définissons ce qu'est l'ego et ce qu'est l'âme, parce que beaucoup confondent les deux. Oui, tout à fait. Alors, on peut plutôt commencer par le commencement, c'est-à-dire par l'esprit. Oui. Si on parle même des considérations de la physique quantique, on peut dire que l'univers est un esprit intelligent. Et les mystiques et tous les gens qui ont fait des expériences d'état modifié de conscience, vous avez même aimant. Même il y a eu, on va dire, un scientifique de haut niveau qui s'appelle Gary Schwartz qui a fait des expériences, il appelle ça The God Experiment, et il montre qu'avec la physique quantique ou des expériences de laboratoire, on peut vraiment penser qu'il y a un God, G-O-D, c'est-à-dire, ça veut dire Dieu en anglais, mais là ça veut dire Guiding, Organizing et Designing, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un principe qui guide, qui organise et qui crée dans l'univers. Et que donc ça, on pourrait appeler ça l'esprit avec un grand E, ou ce que les chamans appellent Wakantanka, ou d'autres appellent l'univers avec un grand U, le 1, ou Dieu, pourquoi pas. Et que cet esprit, il se différencie, un peu comme le soleil, darde différents rayons, donc il se différencie sous forme de différentes âmes, en habitant différents champs morphiques, comme dirait Rupert Sheldrake, ou en habitant différents archétypes, comme dirait Jung. Et cette âme qui est dans le monde du rêve, ou qui est très proche du monde de l'âme, ou des différents mondes intermédiaires des chamans, donc créer ce principe vital qui, en s'incarnant dans la matière, en tout cas en utilisant le corps, créer l'homme. Et l'homme, effectivement, en tant que... Si vous voulez, ce qu'on peut dire, c'est que l'âme, quand elle est obscurcie par la matérialité des choses, par la matérialité du corps, par l'illusion de séparation, par la maladie, par tout ce qui caractérise l'existence humaine, la peur, elle peut pas s'exprimer pleinement, c'est-à-dire qu'elle est comme filtrée par les contraintes biologiques, les contraintes sociales, les conditionnements sociaux et culturels. Et on peut dire qu'elle habite un cerveau, mais un cerveau qui est pas tellement
enfin un cerveau qui réagit à son environnement, qui crée des réflexes, des conditionnements, qui crée des schémas cognitivo-affectifs, c'est-à-dire fait de pensée, d'émotions et de comportements. Et ces schémas sont un peu des sortes de résidus, enfin de résidus opaques qui s'opposent à la pénétration de l'âme ou au travail de l'âme, c'est-à-dire qu'on n'a pas conscience de qui on est vraiment. On a souvent conscience au départ dans une sorte d'état ordinaire de conscience qui est déjà un état modifié de conscience. On a conscience que notre ego, que notre petite personnalité qui a peur, qui se sépare, qui croit qu'il faut qu'elle lutte pour elle-même, qui se voit plein de défauts ou qui se croit plein de qualités qu'elle n'a peut-être pas d'ailleurs, mais qui s'oppose aux autres. Et cet ego, en fait, nous coupe vraiment de ce qu'on est, c'est-à-dire un grand soi, comme dirait Jung, avec un grand S, ou un soi supérieur, dirait cette jolie. Enfin, en tout cas, notre âme, c'est-à-dire notre partie interconnectée avec toutes les autres âmes, notre partie reliée à l'esprit, notre partie, comme diraient certains physiciens quantiques, la conscience non locale, c'est-à-dire qui est indépendante du temps et de l'espace, qui n'est pas limitée par la matérialité, par les données du cerveau. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu. Si, tout à fait. Réponse complexe. Oui. Mais alors justement, qu'est-ce qui fait que chaque âme a son individualité? C'est un peu toujours pareil. C'est pourquoi il y a eu un Big Bang, c'est-à-dire pourquoi à partir du 1, du concentré ou du vide fertile, comme on dit, c'est a explosé une multitude de formes. C'est une multitude de formes qui viennent de l'esprit, c'est-à-dire qui sont dans une sorte de degré intermédiaire, qui sont pas encore vraiment matériels, mais qui sont des champs énergétiques. L'univers est fait de champs électromagnétiques, entre autres de champs énergétiques, en interaction constante à tous les... une modification dans un champ se répercute dans tout l'univers. Ça, c'est la physique quantique. Donc on peut dire pourquoi le 1 a explosé pour donner une multitude de champs énergétiques et de formes, et pourquoi ces champs énergétiques se sont densifiés pour donner des différentes manifestations matérielles. Ça, on peut dire, ça fait partie. D'ailleurs, il y a un monsieur qui s'appelle, d'ailleurs, D-Y-E-R, qui parle des caractéristiques de l'esprit et de l'univers, et il dit, parmi les caractéristiques, il est généreux, il est en expansion et il est en création. C'est-à-dire qu'en fait, c'est de la nature même de l'univers de chercher à se diviser, à se multiplier, à créer de nouvelles formes. C'est les propriétés de l'esprit avec un grand E. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Donc ça fait partie des caractéristiques même de l'esprit de vouloir créer ces formes. Alors on en vient à ce que disait Jacqueline Bousquet dans ses conférences, qui travaillait sur les recherches d'Émile Pinel, les travaux d'Émile Pinel plus exactement. Elle parlait d'un champ unitaire ultime qu'on appelle Dieu, c'est bien ça? Oui, voilà. Et donc ça me fait penser aussi à Nicole Dron qui a vécu une NDE assez profonde, qui disait j'étais moi tout en étant l'autre. Oui, c'est ça. Parce qu'au niveau de l'ego, justement, oui. Moi c'est moi et toi c'est toi. Oui. Au niveau de l'âme, toi c'est moi et moi c'est toi. C'est-à-dire qu'on conçoit qu'on est, finalement, on pourrait être interchangeable, c'est-à-dire qu'on conçoit qu'on est qu'une des formes de manifestation de l'esprit et qu'en fait on est très relié à cette forme de manifestation de l'esprit qui est déjà, si on remonte le rayon et qu'on va directement dans le soleil, enfin dans l'esprit, on est la même chose. Et puis au niveau de l'esprit, il n'y a ni moi, ni toi, c'est lui, avec un grand L. Oui. Oui, mais il y a 3 plans toujours, on trouve. Tout à fait, oui. Mais elle disait aussi, Nicole, j'ai jamais perdu la notion que j'étais moi. Mais j'étais moi tout en étant, c'est-à-dire en ressentant ce que les autres... voilà. Parce que dans une NDE, on est au niveau de l'âme. Oui. On n'est pas encore au niveau de l'esprit avec un grand T. On n'est pas fondu dans le grand tout. Oui. Parfois, dans certaines NDE qui sont dites négatives, c'est-à-dire dont les gens ont très peur, en fait, ça correspond à une perte de l'individualité, une perte des mythes. Plus rien n'est vrai, c'est ce qu'on appelle les NDE de vacuité. Oui. Et en fait, c'est ce que les bouddhistes recherchent souvent, le nirvana, l'absence de moi, de complet. Mais pour nous, occidentaux, qui ne sont pas préparés à ce genre de recherche, qui ne font pas de la méditation 10 heures par jour, etc., la présence de l'absence de moi, donc la perte de toute individualité, c'est terriblement effrayant. Ah oui, ça semble effrayant. La plupart des NDE, on rencontre le soi. Je pense que l'être de lumière dont parlent tous les gens dans les NDE, c'est probablement notre âme pure, lumineuse, telle qu'elle existe dans les mondes justement lumineux. Comme Régis Dutheil avait défini 3 mondes: le monde sous-lumineux, qui est le monde de la matière, le nôtre, le monde lumineux, qui est le monde qui vibre à la vitesse de la lumière. Donc ça, c'est probablement le monde de l'âme et le monde donc de l'être de lumière, parce que tout est lumineux. Dans la mort, on voit toujours les morts comme étant dans un habit de lumière, les paysages comme étant très lumineux. Et puis il y a le monde supralumineux ou tachyonique, c'est-à-dire des particules qui vont plus vite que la lumière. Et là, qui est le monde de l'esprit pur, quoi.
Et ça, Régis Dutail avait très bien décrit ces trois mondes et on peut vraiment les superposer avec leurs caractéristiques au monde de l'ego, de l'âme et de l'esprit avec un grand E. Vraiment, c'est assez remarquable. Alors, pour en revenir justement à ce que disait Jacqueline Bousquet, elle disait qu'on était tous maîtres de notre propre vie. Oui. Elle disait, je cite ses paroles, « Je suis maître dans mon royaume ». Oui, c'est ça. Voilà. Alors, comment peut-on dire je suis maître dans mon royaume? Donc, ça nécessite de dire qu'on a quand même notre individualité et être dans le grand tout. Oui, alors justement, son royaume, si on parle d'un royaume, ça veut dire quand même qu'on on reste dans les caractéristiques de l'âme, c'est-à-dire du rayon individualisé du soleil, qui a toujours les particularités du soleil, mais qui n'est pas tout le soleil. Oui. On peut dire ça comme ça, pour simplifier, utiliser une métaphore. Ouais. Alors à la fois, on se rend compte que cette âme, comme elle a les propriétés de la lumière et du soleil, ben voilà quoi, elle peut transcender la matière, elle peut créer des nouvelles formes elle aussi, comme son lieu d'origine, mais elle n'est pas tout, elle n'est pas le grand tout. Parce qu'à partir du moment où on devient le grand tout, on se fond, il n'y a plus d'âme individuelle. Oui, mais alors on a l'impression qu'on va perdre quelque chose là. Ah mais c'est l'inverse, c'est l'inverse parce que... Alors il faudra nous expliquer. Pour dire, comme le disent les bouddhistes, toute la souffrance vient de l'illusion de la différence, de la séparation, de la non-connexion. Ouais. Vient de l'accrochage, l'attachement aux formes particulières que prend l'ego, vient de la peur de l'impermanence. Alors qu'effectivement, quand vous êtes dans cette sorte d'ultime tout, capable de tout, et qui maintient qui a en lui le germe de toutes les possibilités, eh ben, de toute façon, il n'y a plus de place pour avoir peur, puisqu'il n'y a plus de place pour l'ego. Oui, mais finalement, on garde quand même sa conscience. Ah oui, la conscience, bien sûr, mais c'est une conscience qui n'a plus besoin de s'identifier à une forme, qui se sent complètement une avec tout. Oui, oui, oui. C'est un monde différent. Alors que dans les NDE, dans les expériences de mort imminente, les gens gardent effectivement une certaine individualité et ils rencontrent des gens, des parents décédés et tout, qui ont encore leur personnalité d'avant, même si elle est modifiée, améliorée, plus pleine d'humour, etc. Mais c'est quand même encore une individualité. On est dans le monde de l'âme, là encore. Alors, pour accéder à ce monde de l'esprit, finalement, c'est là où intervient la réincarnation, je suppose. Ah non, on pourrait dire que une âme s'incarne plusieurs fois, très certainement, d'après ce que les travaux de Stevenson, entre autres, et Turner qui l'a suivi, montrent. Et on pourrait même dire qu'une âme peut avoir des expériences simultanées dans différents mondes en même temps. D'ailleurs, le temps n'existe pas réellement sur la physique quantique. On pourrait dire que les vies antérieures et les vies futures se déroulent en fait dans un unique et même temps pour l'âme. Ouais. Parce que dans le monde de l'âme, on est dans le monde justement où il n'y a plus de temps et d'espace, déjà. Ouais. Donc ça veut dire, alors quand on lit le livre de Seth, qui lui alors parle encore plus, il dit qu'une même âme peut s'incarner en même temps dans différents univers. Et sous différentes formes. Donc, ce qu'on appelle une âme sœur, en fait, ça serait peut-être même notre propre âme qui fait différentes expériences en même temps dans différents endroits. Vous voyez, il faut bien se dire que toutes les notions de temps et d'espace ne sont plus les mêmes dans ces mondes-là. Donc, on peut plus parler de vie antérieure ou de vie future, on peut parler de multiples vies simultanées dans différents mondes à différents endroits. Oui, justement pour en revenir à Nicole, quand elle a fait sa NDE, elle disait qu'elle avait vu des tranches de ses vies passées. Elle avait même vu que son mari actuel, Michel, avait été déjà son mari dans d'autres vies, et elle voyait aussi sa vie future. Elle voyait même les problèmes qu'elle devait résoudre dans sa vie future. La revue de vie dont on parle, c'est une revue de vie qui en général intéresse la vie de la personne, sa propre vie, enfin sa petite vie qu'elle a eue sur Terre, mais assez régulièrement il y a des aperçus du futur et parfois des aperçus du passé, parce que comme c'est la même chose, c'est une âme qui vit ça sur un même axe vertical du temps, le temps intemporel du monde quantique. En fait, on peut s'apercevoir que ce vaste panorama de la vie, c'est la vie de l'âme en entier dans toutes ses manifestations temporelles et spatiales. Donc, c'est pas étonnant du tout qu'on puisse voir le futur ou le passé, puisque finalement, ils sont en train de se dérouler dans le même temps quand on parle de l'âme. Oui. En fait, cette âme, elle a un programme à accomplir. Oui. Voilà. De toute façon, les âmes, l'esprit, l'univers est une conscience intelligente et aimante, comme je vous disais. Donc, et en plein développement, et généreux et créatif, et qui a des idées, qui a des intentions. Et toute la création a des intentions d'ailleurs envers ses créatures et vice versa. Donc ces intentions, elles se concrétisent par des projets, par des missions, on va dire des missions transpersonnelles ou suprapersonnelles, par c'est comme si chaque rayon avait quand même sa petite couleur, son petit rôle à jouer dans le vaste patchwork de l'univers. Et effectivement, chacun de nous, en quelque sorte, porte
une sorte d'ADN divin, enfin une sorte de choses à réaliser dans la matière. On spiritualise la matière, on matérialise l'esprit, c'est un va-et-vient entre l'esprit et la matière. Et donc, bien sûr que chacun de nous a une petite note personnelle, et c'est pas pour rien qu'on s'est différencié en rayons, si vous voulez. Ouais. La matière qui finalement n'existe pas, on dit que c'est de l'information densifiée. Oui, elle existe en tant qu'information densifiée, disons qu'elle a un niveau de réalité ontologique inférieur à l'âme, qui elle-même est inférieure à l'esprit, dans le sens où, au commencement, était l'esprit, ensuite est apparue l'âme, et ensuite la matière. Mais elle existe quand même quand on est dedans. Si vous voulez, il y a l'absolu et le relatif. Dans le relatif, elle existe. Dans l'absolu, seul existe ce qui est au fondement, ce qui est le réel avec un grand R, c'est-à-dire l'esprit. Et d'ailleurs, les gens le disent, dès qu'ils montent d'un niveau, c'est-à-dire qu'ils passent de l'ego à l'âme, par exemple, ils vous disent c'est plus réel que la réalité. Ah oui. Ça, toutes les expériences périmortelles, c'est-à-dire les visions qu'ont les agonisants, les expériences de mort imminente, les contacts avec les défunts, etc., tous les gens vous disent toujours la même chose. Ils vous disent quand ils l'ont vu, c'est plus réel que la réalité. C'est plus lumineux que la matière, on pourrait dire. C'est plus spirituel que l'ego. Donc c'est plus réel, avec un grand R. Bien sûr. Totalement. Mais ça ne veut pas dire que le reste n'est pas réel. Mais c'est plus intense, on va dire. Voilà, c'est plus intense. C'est plus proche de l'original. C'est un peu comme si vous aviez dilué la peinture. Au départ, vous avez l'original. Vous mettez de l'eau dedans, vous avez puis vous remettez encore de l'eau dedans, voilà. La troisième dilution, c'est la matière. La deuxième, c'est l'âme. Et puis, la peinture originale, c'est l'esprit, quoi. Un peu comme la télé en noir et blanc, et puis le numérique couleur, aujourd'hui. Je crois qu'on pourrait employer pas mal d'images pour... Alors, quel est le but de l'esprit, finalement ? Le but, justement, que les âmes viennent s'incarner ici, c'est quoi le but final, ultime ? Là, vous êtes en train de me demander le grand mystère de l'univers. Alors, si je réponds, c'est fantastique. Je vais être le premier humain à pouvoir le dire. Non, disons que, sans parler du but ultime ou qui a créé l'esprit, parce que là, c'est l'œuf et la poule. Alors, on dit qui a créé l'esprit, alors qui a créé celui qui a créé l'esprit, etc. Enfin bon, on peut durer longtemps là-dessus. Non, ça fait partie de la nature de l'esprit, comme je vous dis, d'être muni d'intention. Et d'envie d'expansion, de connaissance et de création. On peut même comprendre la matière comme étant un jeu cosmique, un grand jeu de l'esprit qui cherche à développer ses connaissances et sa conscience, et qui, pour prendre conscience de lui-même, est obligé de trouver un miroir, et il se reflète lui-même, il le trouve dans la matière. Oui, tout à fait. Moi, la matière, je compare ça un peu à quelqu'un qui fait de la musculation. Pour se muscler, s'il prend juste un stylo dans le bras puis qu'il fait des flexions, il va pas beaucoup développer ses biceps. C'est clair. Si par contre il prend une grosse barre de 50 kilos puis qu'il force comme un malade et qu'il fait plusieurs séries, là il va développer ses biceps. Donc il faut que l'esprit trouve une résistance. Faut que l'esprit trouve quelque chose qui l'arrête et qui arrête sa lumière et qui crée une ombre pour qu'il se rende compte que là il y est pas. Donc s'il n'y est pas, c'est qu'il peut y aller et qu'il peut développer quelque chose et qu'il prend conscience de lui-même grâce à ça. Donc la matière est vraiment faite pour résister à l'esprit, pour lui faire prendre encore plus conscience de lui-même. D'ailleurs, Jung lui-même disait que c'est très bien la matière, parce que pour la conscience, parce qu'on a un référentiel donc orthonormé à 3 dimensions, avec des contours précis, et là la conscience peut être aiguë dans la matière. Oui. Alors que quand on est dans le monde du rêve, de l'âme, tout prend plus de dimensions, on sait même plus parfois où on est, et dans l'esprit encore moins, une fois que vous êtes fondu. Donc c'est un bon lieu de travail pour la conscience, la matière. D'accord. Alors, revenons au chamanisme. Qu'est-ce que le chamanisme pour les personnes non initiées, qui ont très peu de connaissances ? C'est des grandes questions ce soir. Ah oui, mais c'est les grandes questions ici. Disons plutôt, répondons, qu'est-ce qu'un chaman ? Oui. Parce que le chaman crée le chamanisme, crée le phénomène. Tout à fait, oui. Un chaman, c'est quelqu'un qui est un expert pour élever sa conscience dans ce qu'on appelle les états modifiés de conscience. C'est un expert pour élever sa conscience au-delà du visible, au-delà du matériel, et justement percevoir la trame énergétique qui est derrière la matière. Et dans cette trame énergétique, elle est habitée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que nos âmes à nous qui sont présentes, il y a les âmes de plein d'êtres. Alors, on appelle ça les esprits, mais c'est qu'un petit E. Moi, je différencie les esprits qui sont en fait des âmes, avec l'esprit avec un grand E. Donc, ces esprits, ces âmes, qui peuplent la matière, peuvent être alliés ou pas alliés, peuvent être utiles pour aider l'âme humaine à guérir le corps humain ou pas. Donc, les chamans sont capables, donc, premièrement, de se mettre en état modifié de conscience pour mettre leur conscience dans d'autres mondes, pour, dans ces autres mondes, utiliser les énergies, on appelle ça des esprits alliés, si jamais ça aide le chaman, ou des animaux de pouvoir, ou des guides, enfin peu importe,
ou bien à combattre des esprits qui, selon les chamans, à ce moment-là, peut être à l'origine d'un déséquilibre dans le corps, d'une possession ou d'une maladie, et donc d'extirper de ces champs énergétiques soit des aides pour le patient, soit au contraire de retirer des champs énergétiques pollués du patient des ennemis, enfin, ou des esprits infestants, on va dire. Et donc les chamans sont des spécialistes donc de ces mondes non visibles et d'aller collecter l'information, l'énergie, le pouvoir et de le ramener au patient. Alors justement, comment un chaman accède à d'autres dimensions et quelles sont ces dimensions? Alors, il se met en transe ou en état extraordinaire ou état élargi de conscience, principalement la musique ou la danse. C'est-à-dire la plupart des chamans, on va dire 2/3 des chamans du monde ou 3/4 utilisent le tambour ou le shaker, enfin le hochet, voilà, qui fait du bruit, ou la danse pour se mettre en état modifié de conscience. Une fois qu'ils sont en état modifié de conscience, ils ont accès à 3 mondes possibles. Ça, c'est assez universel. Le monde d'en haut, qui est le monde des guides, on va dire, qui sont plutôt humanoïdes. Le monde d'en bas, qui est le monde des animaux de pouvoir, qui sont aussi des auxiliaires. Et puis il y a le monde du milieu. Le monde du milieu, c'est la contrepartie non visible de notre monde tel qu'on le vit quotidiennement. Ouais. Et là, dans le monde du milieu, par contre, il peut y avoir des esprits qui ne sont pas forcément aidants, qui peuvent être hostiles, ou même, en tout cas, dont les énergies doivent être domestiquées, parce que sinon, elles peuvent être dévastatrices. Donc, dans le monde d'en haut et dans le monde d'en bas, on considère, dans le chamanisme, que c'est vraiment des esprits bénéfiques. Par contre, dans le monde du milieu, ça peut être des esprits soit dans un sens, soit dans un autre, qu'il faut savoir dompter. Il vaut mieux, quand on va dans le monde du milieu, avoir beaucoup d'expériences chamaniques, être accompagné d'esprits du monde d'en bas et du monde d'en haut, qui sont vos alliés. En fait, c'est ce qu'on appelle l'astral. Effectivement, selon les traditions mystiques, européennes, etc., parapsychologiques ou spirites, etc., il y a différentes dénominations, mais effectivement... si vous voulez, les chamans, les guérisseurs, les magnétiseurs, les spirites, enfin, tout ce que vous voulez, dans les druides, pourquoi pas, enfin, ont tous un vocabulaire particulier, mais qui désigne, en fait, une même cosmologie, bien souvent. Jacqueline Bousquet disait que c'était le plan H3. Il y a H1, H2, H3. Voilà, vous voyez, donc on retrouve cette tripartition, on va dire. On marque une pause, on revient dans quelques instants. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Chaque jour sur Fréquence Évasion Grand Sud, info, loisirs, culture, environnement et détente. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Partout dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion dans la clé du mystère, toujours en compagnie du docteur Olivier Chambon, qui a écrit un livre, Psychothérapie et chamanisme. Ce livre, vous pouvez vous le procurer aux éditions Vega, Guitre et Daniel. Alors, que pensez-vous des explications que nous donnent aujourd'hui certains scientifiques qui ont, pour certains, participé au grand colloque organisé par Sonia Barcala sur la conscience délocalisée? Ça nous ramène à l'expérience vécue aux États-Unis de Pamela Reynolds, que nous évoquons souvent avec le docteur Jean-Jacques Charbonnier, bien sûr, et les travaux de Jacqueline Bousquet, dont on citait le nom tout à l'heure, sur le champ unitaire ultime d'Émile Pinel. Que pensez-vous justement de cette théorie de la conscience délocalisée? Alors, c'est pas seulement une théorie, la conscience délocalisée. Depuis une centaine d'années, il y a des travaux en laboratoire, on appelle ça des travaux de parapsychologie, qui montre que la conscience est indépendante du temps, c'est-à-dire qu'elle peut voir des choses qui se sont passées, c'est une rétrocognition, elle peut voir des choses futures qui ne sont pas encore arrivées, c'est une précognition, elle peut s'affranchir du canal de communication physique, c'est-à-dire elle peut se faire de conscience à conscience, ça s'appelle la télépathie, elle peut aussi être indépendante de l'espace, c'est-à-dire on peut faire de la vision à distance, du remote viewing, et ça... elle peut aussi agir sur la matière, sa psychokinèse. Donc tous ces phénomènes-là ont bel et bien été testés, validés de manière très scientifique en laboratoire. Il y a les travaux de Charles Tart ou de Dean Radin, R-A-D-I-N par exemple, pour ne citer que, qui le montrent très bien ça, si vous voulez. Donc la question était la non-localité de la conscience. Alors effectivement, ce que nous montre l'NDE, c'est que quand le cerveau ne fonctionne plus, preuve à l'appui, c'est-à-dire électroencéphalogramme, potentiel évoqué, bon, évidemment, électrocardiogramme plat qui montre que le cerveau n'est plus perfusé, même quand le cas de Pamela Reynolds où le corps est réfrigéré et vidé de son sang, donc là, il n'y a plus d'échanges neuronaux, il n'y a plus rien qui fonctionne, et bien la conscience, non seulement elle fonctionne, mais elle fonctionne 100 fois mieux.
Elle voit à 360 degrés, les aveugles d'ailleurs voient, elle peut passer à travers les murs, elle peut zoomer sur un détail, on va dire la conscience est enfin libérée des contraintes biologiques du cerveau, ce qui fait qu'elle retrouve sa nature propre, non locale. Et dans la NDE, c'est ça que les gens vivent, ils vivent leur conscience non locale, si vous voulez. Alors, est-ce qu'il y a eu d'autres cas un peu similaires, peut-être pas aussi intenses, mais un peu similaires que le cas de Pamela Reynolds? D'autres cas que Pamela Reynolds? Oui, d'autres. Non, il n'y en a pas eu. Enfin, pas un cas qui était aussi bien monitoré, qui est surtout intéressant, en fait, excusez-moi. C'est, pendant que j'y suis, parce que j'y pensais tout à l'heure en vous répondant. Il n'est pas nécessaire d'être proche de la mort, ou que le cerveau soit dans un état comateux, ou qu'il y ait eu un accident grave, pour vivre une NDE. Moi, je connais des gens, j'en ai rencontré, qui, par exemple, ont eu une NDE au cours d'un orgasme, par exemple. Parce que qu'est-ce qui se passe? On pourrait dire des gens qui en ont eu au cours d'une méditation ou d'expérience yogique. De relaxation aussi. De prise de substances qu'on appelle psychédéliques. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont toutes des circonstances où la conscience peut se libérer du cerveau. Et dans ces cas-là, les gens vivent tout ce que la conscience non locale est capable de faire, et notamment des expériences de mort imminente. Tout à fait. Donc vous voyez, on sait maintenant que le cerveau n'est pas nécessaire à la conscience, alors que la conscience, par contre, est nécessaire au cerveau. Quand la conscience se retire définitivement, le cerveau meurt, et le corps aussi. C'est un peu comme le chauffeur qui conduit la voiture. Exactement. La voiture étant le cerveau et le chauffeur la conscience, exactement. Le chauffeur est plus important que la voiture, ça c'est sûr. Ça c'est certain. Donc, quand on met la voiture à la casse, normalement le chauffeur est toujours vivant. Normalement, oui. Normalement, à part ceux qui sont très attachés à leur voiture. Mais bon, ça c'est ceux qui restent dans le monde du mieux, justement. Qui ne montent pas vers la lumière une fois qu'ils sont morts. Ils restent vers les pas de leur voiture. Alors Evelyne Sarah Mercier de l'association Lions France a vécu une expérience en Afrique, je crois en prenant de l'iboga. Oui. Qu'est-ce que l'iboga? Et y a-t-il d'autres plantes qui produisent le même effet? Alors, tous les produits dits psychédéliques sont capables de fournir, alors non pas un état de mort imminente complet, où c'est très rare, mais des ingrédients de l'état de mort imminente, c'est-à-dire sortir du corps, contact avec un être de lumière, revue de vie, etc. Mais ce sont souvent des éléments épars. C'est pas l'ensemble de la NDE qui est faite avec les substances. Alors, on cite souvent, et c'est vrai que c'est des substances un peu plus capables de faire ça, l'iboga et puis la kétamine, qui sont d'ailleurs deux substances qui agissent sur les mêmes récepteurs, NMDA. C'est intéressant. L'iboga, c'est une plante, Tabernamentha iboga, c'est une plante du Gabon, d'Afrique de l'Ouest, c'est ça. La kétamine, c'est une substance qui a été créée par l'homme en 1962, qui est un anesthésique utilisé en médecine humaine ou vétérinaire, et sur les champs de bataille, parce qu'il n'y a pas besoin de réanimation pour pouvoir le donner. Enfin bref, ces substances, donc, permettent d'avoir des petits bouts de NDE, effectivement. Et classiquement, par exemple, avec l'iboga, les gens voient leur vie, leur histoire passer devant eux, et voient comment ils peuvent modifier les scènes, et comprendre différemment leur histoire, et décider d'agir différemment dans le futur. Donc ça, c'est très proche de la revue de vie. On peut faire des sorties hors du corps, je vous ai dit, avec la kétamine ou autre. Donc, alors si vous voulez, on parle de substances. Moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle La médecine psychédélique aux arènes, le pouvoir thérapeutique des hallucinogènes. C'est sorti en 2009. Justement, où je fais la différence entre les drogues, c'est-à-dire ce qui rétrécit la conscience, c'est-à-dire ce qui ralentit la conscience, ce qui l'obscurcit, ce qui crée des phénomènes répétitifs, qui crée une dépendance physique, qui peut être toxique pour le corps. Et ces drogues sont, en fait, toutes les substances qui agissent sur la dopamine, c'est-à-dire la cocaïne, amphétamine, héroïne, alcool et plus ou moins aussi cigarette. C'est quand même moins... pour la santé physique, c'est grave, cigarette, mais ça a moins d'effets psychologiques quand même. Bon, ça c'est les drogues. Par contre, on a des substances qui élargissent la conscience, qui éclaircissent la conscience, qui ne créent pas de dépendance physique, qui n'ont aucune toxicité, voire même qui améliorent la neurogénèse à l'intérieur du cerveau, voire même qui peuvent être utiles dans certaines maladies comme le Parkinson ou même l'Alzheimer. Ça s'était montré pour l'ayahuasca par exemple. Enfin, ce sont des substances donc qui non seulement ne créent pas des phénomènes de rétrécissement de conscience, mais apportent des informations nouvelles au sujet, venant de son inconscient ou de l'inconscient collectif, ou voire même de l'esprit ou de l'âme. Donc ce qu'on appelle non pas des hallucinations, mais des visions, qui peuvent être même rencontrées par plusieurs personnes à la fois, alors que normalement les hallucinations, elles sont idiosyncrasiques et on a chacun une, on ne peut pas les partager. Donc
c'est important de faire une différence parce qu'en France, on met tout sous le nom de stupéfiant et donc c'est complètement interdit et illégal. Donc je ne conseille à aucun auditeur d'en prendre en France parce que évidemment, moi-même je serais très inquiété parce que c'est la loi, voilà, c'est comme ça. Mais c'est une loi qui est complètement stupide par contre, il faut le dire. Hein. Mettre dans la même catégorie amphétamine, cocaïne, alcool et héroïne et puis les psychédéliques, bah, c'est comme mettre, je sais pas moi, je dirais de l'eau et du feu dans une même catégorie en disant oui, ce sont des éléments. Sauf qu'il y en a un qui brûle et l'autre qui mouille, quoi. Alors pourquoi on ne le met pas au service du médical, justement? Alors, c'est fait dans beaucoup de pays maintenant. Aux États-Unis, il y a plein de recherches qui a repris sur ces substances et qui ont montré leur intérêt énorme pour les troubles post-traumatiques, pour les troubles obsessifs résistants aux autres traitements, pour les dépressions aiguës suicidogènes résistants aux traitements antidépresseurs, pour les algies faciales sévères, pour justement les douleurs et les dépressions et angoisses des mourants, etc. Enfin, il y a plein d'indications qui ont été utilisées. Bien sûr, indication majeure de ces substances, c'est la toxicomanie. Paradoxalement, l'ayahuasca et l'iboga sont très utiles pour aider à sevrer de la cocaïne et de l'héroïne, par exemple. Et la kétamine aussi, pour l'alcool et le LSD aussi, ça a été montré par Groff, ça, par exemple. Alors, par exemple, l'iboga, j'ai entendu dire qu'il n'était pas conseillé de l'utiliser tout seul et qu'il fallait être accompagné. Ah ben, attendez, bien sûr. Alors là, voilà, ce sont des super médicaments. Et quand je dis des super médicaments, c'est un peu comme les anticancéreux. Personne ne prendrait un super médicament tout seul, sans savoir la dose, à l'aveuglette. Ça serait suicidaire. C'est comme, c'est comme un chirurgien qui opérerait en fermant les yeux, en ne sachant pas les instruments qu'il prend, en ne sachant pas où il porte ses mains. Évidemment, moi je compare toujours les psychédéliques à des super médicaments, c'est-à-dire si vous ne savez pas conduire, on va pas vous donner une Ferrari et puis vous dire de circuler à 200 à l'heure au centre-ville au départ. Donc il faut vraiment effectivement une préparation, un accompagnement, puis une intégration. Et quand ce sont des substances genre LSD, kétamine, ben, ça peut se faire dans un contexte médicalisé. Quand c'est dans le cadre de recherche légale, c'est aux États-Unis, en Israël, en Espagne, en Suisse, en Allemagne, en Autriche, enfin dans plein de pays du monde, sauf en France, bien sûr, parce qu'on est très avancés, nous, très intelligents. Enfin bref. Donc dans ces cas-là, et bien sûr, ça peut se faire, ou avec des chamans, parce que quand il s'agit de plantes comme l'iboga, l'ayahuasca, par exemple, qui sont des plantes majeures et très puissantes, il est hors de question de le faire seul ou de le faire avec des gens qui sont incompétents. C'est trop dangereux à ce moment-là. Il fallait le préciser, donc là, il faut aller vraiment dans des pays où il y a des chamans patentés qui sont capables de vous aider à intégrer l'expérience qui peut être très puissante. Évidemment. Alors une question d'une auditrice qui nous a envoyé donc cette question par mail, Mireille de Valence. Que se passe-t-il au moment de la mort? Et ça c'est une question récurrente. Alors moi, de toute façon pour répondre, je veux pas être très original. Hein. Non, on va le répéter peut-être. Je vais répondre comme répondent les gens qui ont fait des expériences de mort imminente, ou bien comme qui est marqué dans le Bardo Todol, c'est-à-dire qu'il y a très généralement une expérience très lumineuse et très belle. Celle qui est décrite dans l'Inde, c'est du corps, tunnel, aide de lumière, durabilité, etc. Et puis après, on ne sait pas bien, parce qu'après, les gens, il faut qu'ils disent « Ok, je reviens pas, je passe le point de non-retour ». Et là, maintenant, à partir de ce moment-là, ils peuvent plus ramener ce qui s'est passé. Par contre, les contacts avec les défunts, soit spontanés, c'est comme 25% de la population mondiale qui ont un contact spontané avec leurs défunts, soit induits par médium, et là il y a eu des très beaux travaux de Julie Béchel ou de Gary Schwartz qui ont montré que les médiums mis dans des conditions de laboratoire en double aveugle ou en triple aveugle recueillaient des informations sur le défunt qui ne pouvaient pas être liées à la tricherie, à la lecture froide, même pas à la télépathie, qui pouvaient s'expliquer que par la survie de la conscience du défunt. Donc ça c'est intéressant. Ou bien, vous savez, les travaux du Père Brune avec des méthodes d'enregistrement électronique, la transcommunication. Des défunts. Donc tous les gens qui ensuite sont en contact avec ceux qui ont passé le seuil, qui ne sont pas revenus, disent quand même qu'il y a effectivement des mondes lumineux, des mondes d'apprentissage où l'âme continue à faire ses expériences et continue à apprendre. Mais ils ont l'air très variés, ces mondes, ils ont l'air aussi variés que les capacités de l'âme, les possibilités de l'âme à apprendre différentes choses. Donc si vous voulez, là on en sait plus tellement après. Et il y a aussi toutes ces notions d'âmes qui soit font des expériences négatives, il y a quand même 10% peut-être d'expériences négatives. On avait largement sous-estimé la fréquence parce que les gens n'osaient pas en parler. Qui peuvent être de trois types, soit une expérience infernale, c'est-à-dire que c'est l'inverse de la NDE. Là, ça peut faire peur, mais c'est comme ça. Ceci dit, les gens assistent à ça en observateur. Ils ne souffrent pas. Dans ces cas-là, ils ont simplement peur, mais ils ne souffrent pas. En fait, c'est juste, ça leur est montré
rentrer pour qu'ils apprennent quelque chose. Et ils sont jamais destinés à rester là-dedans. C'est-à-dire que on estime que quand il y a une idée négative de type infernal, l'inverse de ce qu'on a dit habituellement, c'est juste le début d'une expérience qui va ensuite se transformer en lumière. Et c'est ce qui se passe avec les psychédéliques. On dit les psychédéliques, les gens prennent ça pour des paradis artificiels. On voit qu'ils n'ont pas pris psychédéliques, les gens qui disent ça. Parce qu'au départ, bien souvent, on traverse un enfer. Bien souvent, c'est très difficile. Et c'est seulement après qu'on va vers la lumière. Donc, il semble... Le Bardo Todol aussi dit qu'il y a des mondes intermédiaires où les médiums disent qu'on peut se perdre dans des mondes créés par la pensée, par nos obsessions terriennes. Et des gens qui peuvent rester collés dans ces plans-là sans monter vers la lumière, ou se sentant indignes d'aller vers cette lumière, ou bien pensant qu'il faut se venger sur le plan terrestre, ou rester accrochés à leurs biens. Donc, il y a des gens qui s'égarent. Les chamans le disent très bien. Dans le monde du milieu, par exemple, il y a des âmes qui errent, puis qui peuvent posséder aussi, mais enfin bref, c'est une autre histoire, ça. Mais disons que, très généralement, ça se passe très bien comme l'NDE. Parfois, il y a des petits accidents de parcours, mais qui sont toujours quand même avec une issue, c'est-à-dire que ça c'est assez commun, c'est assez universel. On dit que des êtres du bien ou des êtres à évoluer spirituellement viennent toujours aider la personne qui s'est coincée dans un sous-monde ou dans un monde obsessionnel pour lui dire viens vers moi, j'ai quelque chose, enfin tu en es digne, tout le monde est digne de cette lumière, tu peux sortir du plan où tu es. C'est-à-dire que il faut pas craindre d'être enfermé pour l'éternité dans ces mondes-là. Alors visiblement, ce que nous décrivait Nicole Dron dans sa NDE, ça avait l'air d'être magnifique. Ah bah très généralement, c'est magnifique, c'est le plus beau moment de la vie. On dit que la mort est beaucoup plus vivante que la vie, que la mort c'est la vraie vie, c'est la vie de l'âme, et que venir ici sur Terre, c'est comme si l'âme mourait un peu, quoi, qu'on est un peu mort ici, on est un peu éteint par rapport à ce qu'on est réellement. Donc effectivement, c'est magnifique. Parfois, la personnalité, l'ego, qui reste un peu attaché à l'âme, peut faire que l'âme ne peut pas tout de suite réaliser cette expérience. C'est ce que je vous ai dit précédemment. Mais c'est jamais définitif. L'ego a toujours le dernier mot, comme comme il vient après, si vous voulez, c'est pas lui qui va gagner à la fin. Bon, c'est comme n'existe que la lumière. L'ombre n'existe pas vraiment. L'ombre n'est que l'arrêt de la lumière. Tout à fait, oui. Donc quand on allume une lampe, c'est toujours la lumière qui éteint l'ombre. On n'a jamais vu l'ombre éteindre la lumière. Non, c'est clair. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Fréquence Évasion vous donne la possibilité de dialoguer sur l'un des 3 forums. Paranormal, région et musique. Venez dialoguer sur les forums Fréquence Évasion. Cliquez sur Forum. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Prenez de l'altitude avec Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion dans la clé du mystère, toujours en compagnie du docteur Olivier Chambon, qui a écrit un livre, Psychothérapie et chamanisme. Ce livre, vous pouvez vous le procurer aux éditions Vega, Guitre et Daniel. Dans votre livre, vous évoquez le monde du rêve. C'est une chose dont on parle très peu, à part l'exception des interprétations des rêves. Il y a plein de livres qui sortent sur l'interprétation des rêves. Mais avec le rêve, n'est-on pas déjà dans une autre dimension hors du corps physique ? Quand je parle du monde du rêve, je parle vraiment de l'état de conscience dans lequel on est. Quand on est dans le rêve, je parle pas forcément d'interprétation du rêve. Non, c'est ce que je dans disais. Le monde de l'âme, classiquement, et les voyages chamaniques que vous faites sont des voyages dans le monde du rêve. Il y a une branche du yoga qui s'appelle le Yoga Nidra, qui aide justement à explorer le monde du rêve, et il est très proche du chamanisme, le Yoga Nidra. C'est impressionnant les points de ressemblance qu'il y a entre ces deux méthodes. Ou l'imagination active de Jung, qui a un travail avec l'âme, se fait dans le monde du rêve aussi. L'hypnose, quelque part, une certaine forme de l'hypnose se fait dans le monde du rêve. Donc ce monde du rêve est un monde c'est le monde de l'âme, c'est le monde intermédiaire. C'est ce qu'on appelle aussi le monde imaginal, suite aux travaux d'Henri Corbin avec les mystiques perses. En fait, on se crée nos propres rêves, chacun. Ah, totalement, oui. Nos propres... Pour les chamans, par exemple, il est très important de faire attention à ses rêves, et il est très important d'essayer d'incarner ses rêves, de les mettre en pratique dans la vie réelle. Sinon, il y a perte d'âme. Donc, vous voyez, les chamans mettent directement en rapport le rêve et l'âme. Et parfois, vous pouvez aller chercher des rêves de la personne, chercher l'énergie du rêve et l'implanter dans la personne au niveau du cœur ou du coronal, comme font les chamans quand ils recouvrent une âme pour un patient. Parce que l'âme, le rêve, c'est vraiment considéré comme une partie de l'âme. On est très proche du monde de l'âme. Et oui, les scénarios des rêves... C'est identique, Et les scénarios des rêves sont très élaborés, Ah oui, tout à fait. Il peut y avoir des grands rêves qui sont vraiment des messages de l'âme, direct. Il peut y avoir des rêves où ce sont des esprits qui vous avertissent, d'autres esprits. Parfois,
parfois des esprits positifs, parfois des esprits moins positifs, et au point que certains Jungiens comme Mindel, par exemple, disent qu'il parle de corps de rêve, c'est-à-dire que les symptômes qu'on a dans notre corps, on les retrouve dans nos cauchemars, et inversement, les cauchemars qu'on fait finissent par avoir des symptômes dans le corps, c'est-à-dire que l'âme peut vraiment informer le corps par les rêves, quoi. Alors en fait, dans les rêves, les décédés interviennent pour nous donner des messages ou pour communiquer avec nous. Ça aussi, voilà, il peut y avoir d'autres âmes, donc là c'est pas des esprits au niveau chamanique, mais c'est d'autres personnes décédées qui peuvent communiquer avec nous au monde du rêve, parce que dans le monde de rêve, justement, c'est un monde intermédiaire qui est proche du leur, justement, le monde de l'âme. Donc c'est plus facile pour eux de nous communiquer dans le rêve que d'apparaître dans la vie réelle. Dans le monde physique, oui. Donc effectivement, on trouve souvent des contacts avec les défunts qui se font lors du rêve. Et les gens font la différence entre le rêve habituel et le rêve où ils sont contactés, qui n'a plus rien à voir, où les images sont beaucoup plus vivantes et vivides, ils sont vraiment comme la réalité, la tonalité émotionnelle est très forte, la personne qui voit c'est vraiment lui et il se comporte vraiment comme une entité autonome, comme un esprit autonome, donc c'est lui, c'est la conscience, et pas du tout de manière un peu bizarre ou décousue ou mal mémorisée du rêve habituel. Là c'est très bien mémorisé pour la vie. Quand un contact ou un défunt vous contacte, les gens font très bien la différence. Hein. Ah oui, tout à fait, on le sent. Hein. Ah, totalement. Ce qui est rigolo, c'est que moi par exemple j'ai rêvé il y a pas longtemps, j'étais dans une rue, dans un village, et j'ai vu quelqu'un assis sur un banc, et je lui disais « Ah, toi t'es là, comment ça se fait ?» Cette personne, j'ai l'impression de la connaître, et quand je suis revenu, donc je me suis réveillé dans le monde physique, et bien je sais pas qui c'est, mais j'avais l'impression qu'à ce moment-là, étant dans le rêve, je connaissais cette personne, et je la rencontrais comme ça. Ah oui, mais Jung a fait un rêve célèbre, un peu qui va dans l'autre sens. Dans ce rêve, il est sur un chemin de montagne et puis il s'approche d'une petite église. Et dans cette église, il voit un moine qui médite. Et tout d'un coup, il comprend en fait que le moine qui médite dans cette église, dans son rêve, c'est son âme qui est en train de le rêver lui. Ah oui, d'accord. Donc c'est intéressant ça. Hein. Oui, ça aussi, oui. Et vous savez, c'est comme Chuang Tzu qui rêve qu'il est un papillon, puis quand il se réveille, il dit est-ce que je suis un papillon qui rêve que je suis un être humain là ou est-ce que je suis un être humain qui rêve que je suis un papillon? Ah oui, ça aussi, vu sous cet aspect, j'y avais pas pensé. À la page 312, vous parlez de guérison chamanique à distance et de Reiki chamanique. Comment peut-on guérir à distance et qu'est-ce que le Reiki chamanique? Le Reiki, c'est une méthode chamanique en fait, parce que il a été créé par un japonais dont j'ai oublié le nom, mais Usui, je crois, quelque chose comme ça, qui a trouvé ces symboles au cours d'une méditation dans la montagne, un peu comme les chamans font une quête chamanique en allant dans la nature, en jeûnant et en demandant l'inspiration aux esprits. Et en redescendant la montagne, il a amené ces symboles. Et il travaille avec les énergies, il est un os creux pour les énergies de l'univers, comme les chamans, qui sont des os creux qui conduisent simplement les énergies pour le patient. Donc on peut dire que le Reiki, c'est une forme de chamanisme assez spécialisée, on va dire. On fait appel à certains esprits seulement, à l'aide de certains symboles seulement. C'est une forme simplifiée, on va dire, de chamanisme. Mais donc on peut très bien croiser les méthodes du Reiki, les symboles, les principes énergiques du Reiki avec le travail chamanique. Ça se fait tout seul, puisque les chamans de toute façon aussi appellent les énergies et les implantent dans le corps ou vont chercher les énergies d'extraire. Donc il y a un très bon livre, mais c'est en anglais malheureusement que je cite effectivement dans mon livre, où il y a plein de procédures de mélange entre guillemets de créatives de Reiki et de chamanisme. J'en donne quelques-unes dans mon livre. Pour ce qui est de la guérison à distance, c'est simple, puisque toutes les consciences sont interconnectées, puisque le temps et l'espace n'existent pas. Ça c'est un principe de la physique quantique, c'est un principe aussi spirituel majeur, c'est ce sur quoi est basée toute la guérison spirituelle, tout le chamanisme, et c'est une réalité, quand on en fait l'expérience, la distance n'existe pas. Quand on dit on est à distance dans le temps et dans l'espace, mais en fait, dès qu'on se place en communication, en connexion avec la personne qu'on veut traiter, on est déjà dans le même espace-temps en fait, qui a toujours été là. Donc on rentre dans le monde de l'information. On rentre dans le monde de l'information, on monte dans le monde de la conscience quantique ou non locale. Donc voilà, on ne fait qu'appliquer des principes de physique quantique. Je veux dire, moi je dis toujours, le chamanisme, c'est un sous-ensemble d'applications dans la vie quotidienne de la physique quantique, quoi. Bon, sauf qu'ils étaient là avant nous, quoi. Ils étaient là avant la physique quantique, les chamans. Donc il ne faut pas renverser la vapeur, mais... Jacqueline Bousquet disait aussi dans ses conférences que le monde physique n'existait pas en tant que tel, qu'il n'était qu'information, donc on en parlait à l'instant, et qu'en fait, ce monde, nous le rêvions. C'est une sorte de rêve, une création collective. Ah ben ça c'est sûr, mais ça là aussi c'est typiquement chamanique et c'est typiquement jungien, c'est spirituel, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut d'abord un esprit qui crée des âmes et des âmes qui rêvent pour créer le monde. Et si on change nos rêves profonds, ou si on écoute nos rêves profonds, il arrive
des manifestations dans la réalité quotidienne, et il existe des synchronicités, c'est-à-dire que le monde répond à vos rêves, et il existe des changements bien constatables. Donc effectivement, on peut dire que ce sont des mondes qui chacun préfigure l'autre. Le monde de l'esprit préfigure le monde de l'âme préfigure ou contient en germe toutes les possibilités qui vont se manifester dans le monde matériel. On est dans le concept. On est dans le concept et on est dans la pratique, parce que par exemple Jung, qui avait décrit des synchronicités, montrait que quand il y avait une modification au niveau de l'âme, enfin que l'âme pouvait mieux informer le petit ego, il se passait des choses dans le monde physique. Elle disait aussi que la maladie n'était pas dans le corps physique, mais dans le champ informationnel. On parle beaucoup de troubles bipolaires, justement. Par exemple, est-ce que les bipolaires ou ce genre de maladie, est-ce une maladie de l'âme ou simplement un problème physique ? Ça, c'est compliqué comme question. Bon, je vous répondrai sûrement tous les niveaux, c'est-à-dire qu'on appelle ça des maladies multifactorielles. C'est-à-dire qu'il peut éventuellement y avoir un aspect biologique, il peut y avoir un aspect psychologique, il peut y avoir un aspect spirituel. On peut imaginer que l'aspect biologique et l'aspect psychologique dérivent d'un manque de spiritualisation de l'esprit, de l'esprit, du mental et du corps. En fait, le mental fait obstacle à l'âme ou à l'esprit ou à l'information, et que donc des dérèglements biologiques se passent. Mais ça n'a pas tellement de retombées pratiques, parce que quand même, quand vous êtes face à un bipolaire, mis à part des thérapies chamaniques très intenses, avec la famille, le groupe social, durant des mois, avec des rituels, etc., peuvent modifier. Il y a comment on appelle, Lewis Mel Madrona a écrit des livres là-dessus. Il est psychiatre américain, il est chaman, et il a pris en charge des patients psychotiques ou bipolaires, mais avec des méthodes très intensives et sur le long terme, des méthodes chamaniques. Il a écrit ces histoires qui guérissent, par exemple. C'est chez Guy Trédéal, l'éditeur, Lewis Mel Madrona, et il montre bien comment il le fait. Mais ça, on entre dans quand même du plus compliqué, tout ce qui est psychose ou schizophrénique, mais plus précis. Même si dans l'absolu tout vient de l'esprit, dans le relatif, les dysfonctionnements sont ensuite bien incarnés dans la matière, fonctionnent bien en cercle vicieux, et qui s'auto-maintiennent, et là c'est très difficile de les dénicher là. Oui, en fait, c'est comment l'esprit qui influe aussi la matière et vice-versa. Oui, mais simplement, une fois que la matière est altérée, peut se créer des cercles vicieux à l'intérieur de la matière qui vont entraîner une résistance de cette matière à la pénétration de l'esprit. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, tout à fait. Donc, ce sera moins simple pour l'esprit d'informer cette matière-là, quoi. Oui. C'est un peu comme si elle s'était entourée d'une coque épaisse, dure et opaque, et que donc elle ne laisse plus passer la lumière de l'esprit, quoi, cette matière-là. Oui, c'est logique. Oui. Alors, on peut vous retrouver sur Internet ? Vous avez un site ? Alors non, je n'ai pas de site. J'ai quelques vidéos qui ont été tournées par Lilo Massé. J'en ai une prochaine justement sur psychothérapie et chamanisme qui va être tournée bien la semaine prochaine. Donc qui sera sur le net, YouTube. Sur YouTube. J'en ai sur YouTube donc à propos de mon contact avec les défunts, à propos de psychothérapie et chamanisme, enfin sur le livre Le chaman et le psy plutôt. Et puis sur la médecine psychédélique, à propos de mon livre sur aux arènes qui s'appelait la médecine psychédélique. D'accord. Est-ce que vous donnez des conférences ? Alors j'en donne exceptionnellement, parce que j'ai quand même une vie privée, de famille, et puis pour me ressourcer, je veux par exemple intervenir aux Journées de Marseille sur l'expérience de mort imminente en mars. Ah d'accord. Voilà, par exemple, là je vais aller à Tétra en Belgique faire quelque chose aussi avec Sonia Barkala et d'autres sur les expériences de mort imminente. Là, mais voilà, je tiens pas trop non plus à me dépenser, à tous les sens du terme. Les livres sont là aussi pour permettre de ne pas avoir à répéter des choses. Bien sûr. Et puis il y a les émissions de radio. Et puis il peut y avoir des interviews de journalistes au téléphone, des émissions radio qui sont peu coûteuses en temps et en déplacement et en énergie. Donc voilà, tout à fait. Est-ce que vous avez un message adressé aux auditeurs ? Oui, je leur adresser le même message que reçoivent les gens qui font une expérience de mort imminente. Seul l'amour est important, seul l'amour est réel, seul l'amour résiste au temps, seul l'amour relie toutes les consciences. Et quand on est sur Terre, c'est d'abord pour apprendre à s'aimer soi-même, dans toute notre misère humaine, dans toute notre petitesse humaine, parce que quand on sait s'aimer soi-même, on sait aimer les autres. Et les gens qui font la revue de vie vous disent l'important c'est l'amour. Et ils changent leur vie en fonction de ça. Ils vont dans une vie de service, une vie où ils tiennent compte des autres, où ils sont empathiques, où ils s'intéressent à l'écologie, ils sont plus dans la compétition, ils sont plus dans l'altruisme. C'est très important. Tout le reste n'est qu'une illusion. Tout le reste c'est comme un jeu vidéo où on nous teste en permanence pour voir si on est capable d'aimer. Est-ce que dans cette condition-là, quand tu t'es fait houspiller, quand tu as raté, tu as su t'aimer?
Est-ce que quand l'autre t'a mal regardé, tu as su l'aimer ou en tout cas ne pas l'agresser? Donc une forme d'amour de ne pas rendre la colère. On peut pas non plus aimer complètement en permanence tout le monde, mais c'est une forme d'amour, quoi, de comprendre dans l'intelligence de ne pas agresser quelqu'un qui vous agresse. Donc voilà, c'est le plus important, ça. Il ne faut pas avoir peur. Oui, mais c'est pareil parce que l'amour est l'inverse de la peur. Donc si on développe l'amour, on perd la notion de peur. On perd la notion qu'il y a une petite entité à défendre envers et contre tous, qui va se faire déposséder de ses biens matériels ou de ses qualités qu'elle tient tant à afficher, parce que sinon elle ne s'aimerait pas. Donc c'est toujours un problème d'amour, de manque d'amour, la peur. La peur, ça fait partie de l'ego. Totalement. Ah, voilà. Alors l'amour est vraiment une émanation de l'esprit et en grande partie de l'âme. La peur est vraiment une émanation de l'ego, tout à fait. Voilà. Cessez d'avoir peur, comme disait Jacqueline Bousquet. Vous êtes le plus fort. Par exemple. Vous êtes indestructible. Oui, totalement. Tout ce qui est essentiel est immortel. Tout ce qui est essentiel, on ne peut pas vous le prendre. Vous ne pouvez perdre ce qui est essentiel. Olivier Chambon, merci d'avoir participé à la Clé du Mystère sur Fréquence Évasion. Alors à très bientôt sur cette antenne. Écoutez, je vous remercie de m'avoir interviewé. J'espère que ce sera utile pour les auditeurs et peut-être à bientôt, effectivement, sur cette antenne. Au revoir. À bientôt, au revoir. Fréquence Évasion.